Bonsoir à tous. 11e rendez-vous du bistrot d'Adèle LOSC, donc la table ronde des supporters du LOSC, organisée par les LOSC et les Dognet. Donc votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité du club. Alors aujourd'hui, pas de concurrence, pas de match de Ligue des Champions. Vous n'avez aucune excuse si vous ratez votre rendez-vous hebdomadaire. Donc nous allons aborder la chaude actualité du club avec plusieurs intervenants. Donc bien sûr Arnaud à la technique comme chaque semaine. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Nous avons également des représentants des clubs de supporters. Alors nous avons Julien, un petit nouveau des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir François, bonsoir tout le monde et bonsoir aux Dogs de Paris qui nous écoutent. Bonsoir aux Dogs de Paris. Alors, nous avons également un autre nouveau. Nous avons Baptiste qui va se présenter. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Alors, Baptiste, je crois que tu t'occupes d'une page Instagram et Twitter, donc ça s'appelle Breaking Dog, c'est ça? C'est ça, donc on traite un peu toute l'actualité du LOSC sur Instagram et sur Twitter, donc Breaking Dog, et donc on traite un peu toute l'actualité, que ce soit sur les matchs, sur les compos, sur le LOSC féminine, le LOSC 19 aussi. Eh bien, c'est une très saine occupation. Et nous avons le retour de Jérémy, des Dogs d'honneur, qui nous fait plaisir de nous rejoindre cette semaine encore. Bonsoir Jérémy. Bonsoir François, bonsoir à tous. Heureux d'être de retour. Alors nous saluons également tous les internautes qui assistent à l'émission en direct, que ce soit sur le Twitch de l'émission ou sur le compte Facebook d'Adèle LOSC, et également les supporters du site Adèle LOSC qui se rejoignent très régulièrement sur le forum du site. Donc pour cette semaine, nous allons aborder l'actualité du club en deux parties. Alors, tout d'abord, première partie, San Siro, un LOSC survitaminé pour un match référence. Nous échangerons tous ensemble sur l'exploit en fait, du LOSC dans le stade du Milan AC. Et en deuxième partie, notre fameuse rubrique Qu'est-ce que c'est que ce match? Donc Brest-Lille, alors est-ce que c'est juste une sortie de vestiaire difficile? En tout cas, c'est un match qui illustre bien l'expression « On n'est jamais loin du Capitole aux roches tarpéennes ». Donc premier sujet, San Siro, un LOSC survitaminé pour un match référence. Honneur au nouveau. Julien, tu as assisté, j'imagine, au match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, moi j'ai pensé que c'est un de mes plus beaux souvenirs européens du LOSC. C'est un exploit majuscule de la part de notre club. Et pourtant, tu le sais, j'ai fait beaucoup de déplacements à travers l'Europe. Et ce match, on en parlait beaucoup avec les DDP. On aurait rêvé d'être à San Siro. Le seul regret qu'on ait, c'est ça, je pense. C'est de ne pas avoir vécu cette journée milanaise et cette soirée incroyable avec un groupe qui a fait preuve d'une solidarité. On va le faire, on va ressortir des individualités, mais c'est un groupe qui est incroyable, qui a respecté le projet de Galtier du début à la fin, avec de l'intensité, de la vitesse, des transitions, de la verticalité, une solidité défensive qui se dément rarement. On va parler de Brest. Ça, à mon sens, c'est le projet de Galtier, c'est le projet d'un football moderne. Et franchement, on avait l'impression que Milan n'était pas là. Alors que oui, il y a eu quelques changements à Milan, mais c'était un très beau groupe. 24 matchs sans défaite, incroyable. Enfin, une victoire magnifique. Tu sais, on suit les matchs avec les DDP quand c'est comme ça. Quand on n'est pas sur place, on a notre messenger, on parle ensemble. On ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il y avait une telle domination de nos joueurs. On a marché sur Milan, quoi. Et alors, ce qui est super sympa, c'est que le soir même, j'ai eu des supporters picousés de l'OL, de Lens, qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Julien, c'était extraordinaire. On a enfin vu un vrai match de Coupe d'Europe d'un club français. On est écœuré par tout ce qui se passe depuis le début de saison, tellement les clubs sont faibles. Et ce que vous avez fait ce soir, c'était magnifique. » Voilà ce que je peux dire de ce match. Baptiste, qu'en pensent les Breaking Dogs? Tu as vu le match aussi, j'imagine, à la télévision? Ouais, bien sûr, on a vu le match. Moi, étant très jeune, je pense que c'est le plus beau match que j'ai pu voir du LOSC. Et j'en ai quand même vu beaucoup, mais franchement, celui-là, c'est l'un des plus beaux, c'est le plus beau. On a franchement, ouais, je vais revenir sur ce qu'a dit Julien, on a marché sur Milan. On a vraiment très bien joué. Zlatan a eu très peu d'occasions. J'ai eu un peu peur sur les 20 premières minutes parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'occasions milanaises que lilloises, mais ensuite,
franchement, Yazici nous fait un super match, David aussi, et surtout le grand Renato Sanchez qui nous sort des ballons et qui nous amène des ballons devant qui font la différence. Bon, Jérémy, Baptiste vient de nous faire remarquer qu'on était un petit peu vieux, mais bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. Qu'as-tu pensé de ce match? Le match référence au niveau européen, je pense. Je pense que les joueurs ont réussi à se surpasser. C'était pas évident parce que comme ils ont pas mal commencé. Ils ont commencé le match de manière moins bonne qu'après et ils ont vraiment su hausser leur niveau de jeu et on s'était dit à la mi-temps, nous aussi on a nos groupes de discussion entre Doc Donner, on s'était dit à la mi-temps que bon, si on gardait ce 1-0 et qu'on mettait le bus derrière, qu'on serait vraiment pas déçus. Et qu'au pire, un partout, ce serait vraiment génial. Et puis après, il y a eu la seconde période où là, ils ont encore haussé le niveau de jeu et ça a vraiment été extraordinaire. Donc ouais, on est ressorti de ce match avec l'impression, une sérénité qu'on a perdu après, mais une sérénité sur les matchs qui suivraient. Ouais. Arnaud, toi qui suivais le match en direct sur le Twitch de LOSC, tu as la même vision? Ah pareil, ouais, tout à fait. On a fait un match remarquable. Je n'ai pas vu depuis très très longtemps Lille jouer comme ça, surtout en Europe. Comme dit tout le monde, on a marché sur l'eau. Hein. On a fait le jeu. Je sais plus si c'est un doc de Paris, je crois, qui avait fait le Yazice, en question ça là. C'est tout à fait ça. 3 semaines que Yazice marche sur l'eau. Donc on a fait pas mal de caricatures de Yazice en Jésus. Et on s'est dit qu'un Turc musulman en Jésus, c'était une bonne façon de resserrer les liens entre les religions et que notre Jésus à nous, c'était Youssouf. Voilà. En tout cas, votre caricature a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, hein, je peux le confirmer. Alors, sur ce match-là, comment vous expliquez finalement cette performance exceptionnelle de Lille? Est-ce que Milan était un ton en dessous ou est-ce que c'est Lille qui a appris du parcours en Ligue des Champions l'année dernière à être finalement efficace à la fois dans les zones défensives et dans les zones offensives? Alors, je propose Baptiste, ton avis? Ouais, je pense que déjà, il y a la Ligue des Champions l'année dernière qui a joué. On a eu quand même un certain recul de cette compétition. Après, honnêtement, le LOSC n'était pas parti pour gagner. Et je pense vraiment que cette solidité du groupe qui a fait cette victoire, franchement, un groupe vraiment soudé. On les avait vraiment tous faire les efforts ensemble. Et franchement, pour moi, c'était vraiment cette envie d'aller déjouer tout pronostic et d'aller gagner là-bas à Milan et d'aller mettre fin à une série quand même de 24 matchs sans défaite pour Milan. C'est quand même incroyable. Jérémy, c'est un petit bilan ou c'est un LOSC expérimenté? Je sais pas. Justement, pendant que Baptiste parlait, j'étais en train de regarder la composition d'équipe du match le plus réussi qui avait été celui où on avait reçu Valence. Pour moi, le plus réussi. Et puis, mais ouais, je pense qu'au niveau de la compo, on garde quand même une certaine ossature par rapport à la saison passée, ce qui nous permet d'être plus solide en termes d'expérience et en termes de gestion de match. Qui est complètement différente entre la Ligue 1 et puis un match européen. Je pense aussi que Milan n'a pas bien joué son match, qu'il ne faut pas absolument tout mettre sur le crédit de Lille. C'est Milan, quand je vois Ibrahimovic, certes ils l'ont pas trouvé, mais c'est aussi parce qu'il s'est mal démarqué, que Botman le tenait vraiment à la culotte et qu'il a bien joué son jeu, certes, mais c'est vraiment tout un ensemble de choses. Et puis il y a quelque chose moi qui m'inquiète, c'est que Lille a un peu surjoué par rapport au match de Ligue 1, c'est-à-dire qu'ils ont haussé leur niveau de jeu parce que c'était Milan, et ça se paye après à Brest. Alors, on reviendra sur le match de Brest tout à l'heure, mais Julien, par exemple, le but lillois, le premier but lillois intervient après une forte période de domination milanaise. Et justement, je parlais d'expérience et d'efficacité offensive et défensive. Ça vient, on pourrait traduire ça directement du parcours de l'année dernière en Ligue des Champions où ça nous a cruellement manqué.
Moi, je pense que ça a joué. De toute façon, on a lu beaucoup de commentateurs qui disaient qu'on avait notre place en Ligue des Champions. Et je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que si la saison s'était pas arrêtée avec le Covid, on se serait retrouvé en Champions League cette année. Donc, c'est un groupe, l'an dernier sur le championnat, qui avait le niveau pour se retrouver en Champions League. Moi, ce que je retiens surtout, tu sais, c'est ce petit reportage qu'on a vu 2 jours après qu'a envoyé le LOSC. Et vous en avez parlé la semaine dernière, mais je le redis. Je ne sais pas ce qui s'est passé au LOSC, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a passé un cap dans la communication. Les gars font des vidéos d'extrême qualité. Moi, cette vidéo, je l'ai même appelée, tu vois, comme les yeux dans les bleus, les yeux dans les dogs. Et tu te retrouves avec une vidéo où tu vois la concentration des joueurs avant le match. On les suit durant toute leur préparation. Tu comprends ce qui s'est passé sur le terrain. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le projet de Galtier qui a été respecté à la lettre, avec des mecs qui jouaient à 1000 à l'heure. Pas une faute technique, pas un contrôle raté du match, quasiment de tous les joueurs. Enfin, c'est des choses qu'on voit jamais, et ça ne peut passer que par une extrême concentration. Évidemment, tu as raison, je pense que l'an dernier, quand on était à Amsterdam, quand on était à Chelsea, on a vu une belle équipe, on était fiers de ce qu'ils ont proposé. Les mecs ont bien joué, et à chaque fois, ça s'est joué sur des détails, bien souvent de l'ordre de la concentration. Parce qu'on n'est pas devenu fort physiquement cette année. On était déjà l'an dernier. On a toujours eu des joueurs qui couraient à 10 000. Du temps de la bip-bip, il y avait Pépé et ça courait à 10 000. Et ça court toujours à 10 000. La différence, c'est la concentration. Et encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo qui a été produite par le LOSC des coulisses du match. La concentration des joueurs, c'est phénoménal. À la mi-temps, quand ils reviennent dans les vestiaires, il n'y a aucune enflammade. Les mecs sont dans leur truc, ils sont dans le projet. Et c'est, franchement, quand on aime le sport, c'est vraiment beau de voir ça. Donc en fait, c'est une victoire du groupe, c'est une victoire aussi de Galtier qui a su finalement mener ses joueurs vers cet objectif de battre finalement l'adversaire principal du groupe en Europa League. Arnaud. Ouais. Oui, c'est ça. Déjà, une première réaction sur le Twitch, F-King Setup qui dit « On a senti les joueurs ultra motivés pour faire une perf remarquée à Milan et sûrement pour faire taire les critiques par rapport à l'année dernière en Ligue des Champions. » Et c'est vrai que c'est tout à fait ça. Je pense qu'on a décidé, enfin Galtier et le groupe ont décidé de jouer cette compétition au maximum, justement pour montrer que Lille n'est pas une petite équipe qui est là de temps en temps en Coupe d'Europe, et montrer que on mérite notre place et faire taire des Olas et compagnie qui disent que c'est à eux de passer en Coupe d'Europe et le reste c'est rien du tout. Mais après, c'est vrai qu'on a vu des joueurs surmotivés, et le reportage, comme Julien l'a dit, que on l'a bien montré, on a bien vu quand même qu'ils étaient vraiment concentrés, même quand on menait 1-0, 2-0, 3-0. On a vu même Yazice à la sortie du terrain qui disait c'est pas encore fait, et il a eu raison. On pouvait s'en prendre un aussi après, mais on a très très bien joué comme ça. Hein. Alors les statistiques du match n'indiquent pas une domination lilloise extraordinaire par rapport à l'ampleur du score. On a 51% de possession pour Milan, 49% pour Lille. On a 12 tirs pour Milan, 15 pour Lille. On en a 4 cadrés contre 6 pour Lille. Donc Lille a été vraiment efficace. Alors notamment, il faut vraiment, je pense, distinguer la première mi-temps de la deuxième. La deuxième, je crois que c'était porte ouverte. Lille était avantagé parce qu'ils jouaient le contre et ils avaient les espaces pour justement placer les contres. Et sur la première mi-temps, on était plus dans un échange, dans un combat stratégique, un combat tactique. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, Julien? Je te vois opiner. Ouais, c'est exactement ça. Mais après, tu vois, il faudrait vraiment revoir le match. Je l'ai pas refait, mais pour analyser, ok, on a eu autant le ballon qu'eux, mais qu'est-ce qu'on en a fait, tu vois? Et je te disais tout à l'heure, moi j'ai eu ce sentiment de vitesse, de force de transition, de verticalité. On joue vertical, on n'a pas vu de passe latérale, tu vois? Et ça, c'est la force de ce groupe. Milan a essayé, mais bon, après, on n'arrive pas à être objectif sur ces matchs-là. Enfin, moi, j'ai passé mon temps à sauter en l'air tellement c'était extraordinaire. On n'est pas, quand on est supporter du LOSC comme toi ou moi depuis très 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 longtemps, on n'est pas habitué à ça. Hein. Donc, je pense malheureusement que le souci d'objectivité sur la performance milanaise, c'est compliqué pour nous. Alors, Baptiste, toi qui n'as pas le recul de l'histoire, finalement, c'est une de tes premières campagnes européennes, même si tu as dû, je suppose, vivre les matchs de la saison dernière. Comment tu trouves justement cette puissance sur ce match-là du LOSC par rapport à l'ogre milanais?
Bah, franchement, je trouve qu'on a quand même été puissant. On n'a pas tenté de vraiment contrer Milan de façon voilà, à les prendre dans leur piège. On a joué notre jeu comme on le fait un peu en Ligue 1. On joue sur les côtés, on revient dans l'axe, on accélère, on joue le contre aussi. Et franchement, je pense que c'est ce qui a fait notre force. Et Milan, pour moi, je ne vais pas dire nous a sous-estimé, mais ne pensait pas avoir une équipe aussi forte et pensait, entre guillemets, passer ce groupe d'Europa League assez facilement sans trop de bâtons. Et je pense que Lille les a vraiment, excusez-moi le terme, mais emmerdés dans ce match et ils ont un peu perdu leurs moyens, je pense. Surtout Zlatan qui demandait des ballons et pour moi, ça a joué pour lui parce que vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de ballons et ça a joué dans son match. Jérémy, tu es un peu du même avis que nos collègues hein, sur ce match? Ouais, je crois qu'on peut tous être d'accord sur ce match-là. Hein. Et on a tous bien lu l'histoire de ce match. Je regardais comme toi les stats et effectivement, il y a quelque chose qui plaît bien à ce style de jeu de Lille, c'est le fait qu'on nous donne pas souvent le ballon et qu'on ait des transitions rapides à faire. Alors sur les stats, ça se voit pas parce que comme on a très peu de possession sur des transitions rapides, forcément au niveau du temps de jeu en attaque, on en a quand même très peu, quoi. Alors que en regardant le match et en vivant le match, on n'a pas du tout cette impression. On a l'impression qu'ils sont étouffés, qui sont acculés et mine de rien, on n'a pas le ballon. C'est un peu un peu du judo, quoi. On utilise la force de l'adversaire pour pouvoir le contrer et c'est un peu ce style-là qui est mis en avant en ce moment, quoi. D'accord, donc Yazice, ceinture noire de judo, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Et alors, Sanchez. Et surtout Sanchez. Alors, on va y venir justement sur les joueurs individuellement. Avant tout ça, je voulais poser une question aux anciens. Excuse-moi, Baptiste, mais tu n'as pas forcément le recul. Parmi les exploits précédents du LOSC en Coupe d'Europe, est-ce que ce match contre Milan à San Siro est vraiment un match référence encore plus que Parme-Lille, que le précédent Milan? Quel est votre classement, votre top 3 des matchs européens? Tu l'as dit, hein, moi si je peux commencer, tu as cité les matchs, mais on a tous les mêmes. Je pense que rien ne dépassera Parme-Lille parce qu'on s'y attendait pas. Et que là, ce groupe, c'est un groupe qui est fait pour gagner. Gérard Lopez, il fait du trading de joueurs. Il prend des très bons jeunes joueurs. Ça n'a pas marché avec Bielsa parce qu'il y avait trop de jeunes. Ça marche aujourd'hui parce que moi, j'ai fondé plein la bouche depuis que ce mec est là. Il a tout stabilisé. J'ai l'impression de voir le grand sage de l'équipe et qui permet à tout le monde d'aller dans le bon sens. Plus après des joueurs cadres qui ont pris de la bouteille. Je pense aussi que Maignan a une influence hyper positive sur ce groupe. Mais j'ai l'impression que ce groupe, il est programmé pour gagner. Le Lille de Parme, avec nos maillots Kipsta trop larges, il n'était pas programmé pour sortir ce club qui était incroyable. Il faut se souvenir des Nakata. Il y a un nombre d'internationaux sur ce match, c'est complètement fou. Et on gagne à l'abnégation. À l'époque, si on avait dû faire cette émission, on n'aurait pas parlé de vitesse de transition, de verticalité. Non, les mecs qui jouent avec leurs couilles. T'as dit qu'on pouvait pas trop parler de sexe, mais je me permets quand même ça. Voilà, c'est les matchs avec Johnny Ecker, D'Amico, énormément de bourrins. Mais en plus, c'est cette période où je suis au club, où je suis journaliste au club. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, pour moi, c'est Parme-Lille. Après, en effet, il y a le Milan de l'époque. C'était génial d'avoir Bonne Mère aux commentaires sur Téléfoot. J'espère que vous avez pu regarder le match sur Téléfoot parce que c'était 10 fois mieux d'écouter Bonne Mère que d'écouter RMC Story. Et on sentait que Bonne Mère, c'est peut-être le match qu'il a le plus marqué dans sa carrière et ça faisait hyper plaisir. Et moi, je mettrais ce match en 3e position, même si ça a été un bonheur incroyable. D'abord, on n'était pas ensemble, on n'était pas dans le stade. Et je pense que ce groupe est programmé pour gagner. Et ce groupe était en Champions League l'an dernier. S'il a fait ce beau match, c'est parce qu'il a, je pense, énormément appris l'an dernier. Donc, on pouvait s'y attendre. Moins surprenant qu'un Parme-Lille, qui est un truc incroyable. Jérémy, ton tiercé. J'ai le même tiercé que Julien. J'ai exactement le même. Si ce n'est que je fais quand même une grosse... césure entre
le Lille de l'époque et le Lille d'aujourd'hui, où il n'y a pas le même projet, où il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes joueurs, etc. Mais Julien, tu l'as dit, l'ambiance était complètement différente entre des joueurs qui avaient la niaque et là aujourd'hui des joueurs qui sont professionnels, où on sent vraiment un club qui monte en puissance et qui gagne en stabilité au niveau du professionnalisme. Certains anciens que je ne citerai pas sur Twitter qui en partie ont raison et qui sont très attachés au LOSC d'avant Gérard Lopez et cette ambiance-là. Je pense que si on avait effectivement un mix des deux entre de la niaque et puis je ne sais pas si on peut l'appeler ça encore comme ça, mais un amour du maillot, et le LOSC d'aujourd'hui qui est effectivement les joueurs sont pas là pour très longtemps, on le sait tous, que du coup ils ont moins le temps surtout en cette période de Covid d'être en contact avec les supporters, d'apprendre des supporters sur l'histoire du club, etc. Mais ouais, je fais vraiment le distinguo entre ces deux périodes-là qui pour moi n'ont presque rien à voir. Arnaud, tu as un tiercé ? Alors, sur le match de Milan de cette année, on va dire, pour moi, ça a été le meilleur en niveau jeu. On peut pas dire sur les autres matchs. C'est vrai que Parme, c'était différent, mais on s'est quand même fait bouffer de tous les côtés, on va dire. À Parme, je trouve, mais on a quand même réussi à faire un exploit. Ça n'a pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que là, cette année, contre Milan, on a quand même, il y avait le jeu derrière. Donc on peut pas dire qu'on ne méritait pas non plus de gagner. Là, on a quand même été au-dessus de Milan. Après, il y a aussi le match de Manchester qui était pas mal pour moi. Le Lille-Manchester au Stade de France a été vraiment assez remarquable aussi. Et j'y étais. Après, c'est vrai, comme dit F-King Setup sur le Twitch, qui dit aussi, cet exploit a moins de saveur qu'un match auquel les supporters ont pu assister. Et ça, c'est vrai, comme disait Julien aussi. Et les déplacements à Manchester, Liverpool, etc., on en parle encore. Alors que là, c'est vrai qu'on pourra dire simplement, on l'a vu à la télévision. On pourra pas dire, j'y étais. Ça a peut-être moins de saveur après. Et le dernier match qu'il y a, c'est vrai que c'est Parme. C'est Parme. Pour moi, donc ce serait le Milan-Lille de cette année, le Lille-Manchester au Stade de France et le Parme-Lille en match aller. Alors, question sans aucun piège. Question sans aucun piège. Baptiste, ça te parle ces matchs Parme-Manchester toi qui es jeune, qui ne les a pas connus effectivement en direct, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des extraits ou d'en entendre parler ? Ouais, bien sûr. Après, quand on s'intéresse à Lille, on s'intéresse bien évidemment à ces matchs-là. Donc, bien sûr, au niveau résumé, j'ai pu en regarder. J'ai pu m'intéresser aussi aux joueurs qu'il y avait, comme Fernando D'Amico, pour ne pas le citer, ou encore Mathieu Bolmer, pardon. Mais franchement, c'est des matchs évidemment que j'ai pas pu vivre. Et bon, je suis un peu dégoûté maintenant. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres exploits comme ça dans le premier Lille-Milan de cette année. Alors moi, je vais vous donner aussi mon tiercé. Alors je vous parlerai pas de la finale de la Coupe latine contre Milan en 1951 parce que j'étais encore un peu jeune malgré les apparences à l'époque. Mais moi, je placerai franchement la victoire de la semaine dernière en première place. Parce que techniquement, je crois que c'est un des matchs les plus aboutis du club et je crois que c'est un match référence effectivement dans le projet Gérard Lopez et dans sa volonté de construire quelque chose de solide au niveau européen. Alors bien sûr, à l'affect, je préférerais les premiers. Alors, je ne vais pas dire le match à Parme, à la limite, c'est même la magnifique défaite contre Parme à Grémont-Préjory, ce qui, je crois, restera gravé dans mon esprit à tout jamais comme un des plus forts moments de supporters du LOSC. Mais je pense que techniquement, la victoire de Milan cette année, elle est vraiment un ton au-dessus de la victoire de 2006 parce que il y avait un Milan qui était en roue libre, c'était la fin de la poule, donc il faisait tourner l'équipe. Là, on avait vraiment le grand Milan avec très peu finalement de joueurs qui tournaient et on avait un Lille qui a sorti son jeu, qui a réussi à battre Milan à la régulière et d'une façon qui était très spectaculaire et qui a été reconnue par toute la presse nationale. Alors, je ne sais pas, Julien, ce que tu en penses, le retour de la presse, notamment sur ce match de Milan, tu as quelque chose à préciser ? Sur la presse nationale, comme je te le disais tout à l'heure, et j'ai des copains qui m'ont contacté et ce qu'on a entendu, c'était génial.
Riolo, Ménès, Jaé, ils en avaient tous plein la bouche. Il faut dire que le niveau du football français en Coupe d'Europe est pathétique. Donc au niveau national, ça a été formidable. Je t'avouerai qu'au niveau régional, je n'ai absolument pas compris la ligne éditoriale des deux grands hebdomadaires que sont La Voix des Sports et qui est, à mon sens, pour le foot, Tribune Nord, le lundi soir, l'émission de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais, que tu connais bien puisque tu y as participé fréquemment, mais c'est pas grave, j'en parle quand même, qui ont traité le sujet pour Tribune Nord en 2 minutes, comme si ça n'existait pas. Alors évidemment, ils avaient l'interview de Francaise, donc il fallait faire parler Francaise, que j'aime bien au demeurant, je trouve qu'il est un bon entraîneur, mais ça ne justifiait pas de quasiment passer sous silence que toi-même tu qualifies de match le plus abouti de l'histoire européenne du LOSC. C'est un truc de malade. Quand tu le remets dans son contexte, moi, ça me paraît hallucinant. Alors, je sais que c'est plus l'actu, c'est 4 jours après, mais là, on parle d'histoire avec un grand H, d'histoire de ce club. On n'est pas en train de parler de il faut faire le buzz, machin, tu vois. Et pour La Voix des Sports, je vous rappelle juste, regardez, j'ai sorti la couverture, c'est lamentable. C'est dès le lundi, retour aux affaires pour Lens, retour sur terre pour Lille. Donc en plus, on a même un titre qui se moque de Lille. Et comme ça fera peut-être la transition avec Brest. Retour sur terre pour les Lillois. Il n'y a même pas un mot sur cette couverture sur Milan. Et dans La Voix des Sports, on a une page avec 3 ou 4 photos sur le 3-0 à Milan. Je trouve ça lamentable. Je ne comprends pas cette ligne éditoriale. Et je ne suis pas à crier au loup. J'estime que souvent, on a tendance à trop en faire en disant la presse régionale, elle est lensoise et uniquement lensoise, etc. Mais là, je suis désolé, c'est factuel. C'est factuel. Et je suis un peu écœuré. Et d'autant que je connais pas mal de ces journalistes, donc je suis d'autant plus écœuré. Baptiste, sur les réseaux sociaux et sur Hacking Dog, que ça a fait le buzz. Comment tu as senti l'impact de cette victoire dans les médias Internet ou les médias traditionnels? Je pense que, franchement, nous, on a reçu aussi pas mal de messages d'autres supporters qui disaient vraiment beau match, etc. Il y a eu beaucoup de réactions aussi en commentaire, aussi dans mon dernier live que j'ai pu effectuer sur Instagram. Après, il y a quand même l'équipe qui fait une superbe une que j'ai avec moi. Franchement, elle est magnifique celle-là, c'est à encadrer, franchement. Je l'ai encadrée, elle est là. Elle est là. Ah, franchement, elle est magnifique. Après, ce qui est dommage dans l'équipe, s'il y a juste un tout petit reproche, c'est de la mettre seulement qu'on qualifie d'exploit, comme disait Julien, de la mettre qu'à la 7e page, alors qu'on parle de Paris et de Marseille qui sont bien avant. Donc bon, j'aurais plutôt mis Lille un peu avant et Paris après. Bon, après, c'est un choix, parce qu'il y a bien évidemment plus de Parisiens qui regardent de ce journal que de Lillois. Évidemment, et le lendemain, tu as 4 pages sur Tourelle, et le surlendemain, tu as 3 pages sur Villas-Boas, soit plus de pages que le résumé de ce match. Enfin, ouais. Bon, là, ça, c'est l'équipe, c'est le sujet de l'équipe. De toute façon, là, on sait pour le coup que c'est un journal d'actualité. Ils sont là pour faire le buzz, ils s'en foutent d'écrire l'histoire d'un club. C'est pas leur sujet. Ça vend moins le LOSC que l'OM et que Paris. Mais la presse régionale, merde. Voilà, je suis en colère. Alors, Jérémy, on a dit du mal de la presse régionale, de la presse nationale. Que penses-tu justement de l'impact médiatique de la victoire du LOSC dans les médias? Au début, j'étais agréablement surpris que notamment les journaux nationaux le mettent bien en avant et soulignent que c'est la seule victoire et que ça fait. C'est pas le premier match, hein, c'est pas la première journée où Lille gagne et les autres perdent. Moi, on avait souligné avec les docs d'honneur sur Twitter et sur Facebook que le total des points des clubs français, c'est 7 points. Donc Lyon, Rennes, Nice, Marseille. Et le total du nombre de points de Lille, c'est 7 points. Tu nous as fait une Jean-Michel Aulas, si je peux me permettre. Ouais, tout à fait. Tu nous as fait une Jean-Michel Aulas. C'est pas Lyon, c'est Paris. Paris, pardon. Oui. Paris. Et oui, effectivement, Lille compte autant de points que tous les autres clubs qualifiés en Coupe d'Europe cumulés. Et puis au début de cette année, comme il y a les journaux doivent bien remplir, les journaux régionaux doivent bien remplir leurs émissions, ils me demandent souvent d'intervenir. Et je me suis fait railler au début
là il n'y a pas très longtemps, à aller sur Tribune Nord, etc. On me disait, ouais, c'est pro-Lensois, tu vas sur un journal Lensois, etc. Alors que j'avais pas cette sensation-là, et c'est vrai que comme Julien, j'ai ce regret-là, et j'ai refusé là cette semaine, parce que je savais que on n'allait pas me faire réagir sur le match à Milan, mais on allait me faire réagir sur le match à Brest. Et que je savais que cette ligne éditoriale allait sortir, parce que forcément, pour faire vendre, et il faut parler des choses négatives. Et donc, j'ai refusé cette semaine-là, parce que je leur ai aussi demandé, et ils m'ont avoué que oui, ils allaient parler que de Brest. Et j'ai le même avis que Julien. Mais j'attends qu'ils se rattrapent. Donc je leur laisse une chance encore. Les choses sont dites. Alors, pour être tout à fait transparent, on a reçu ici, il y a quelques semaines avant le derby, Benoît de Quevauvillers, et on avait abordé le sujet justement en lui disant qu'on soupçonnait effectivement d'être un journaliste pro-lensois. Lui, il a démenti complètement en affirmant que quand il était à Lens, on disait que c'était un pro-lillois, et quand c'était à Lille, c'était le contraire. Bon, après, chacun se fera son avis. Je crois que chacun a le droit de se faire son avis, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous avait répondu lorsqu'on avait soulevé cette interrogation auprès de lui. Arnaud, pour ce match, alors, l'impact médiatique du match, comment tu l'as vécu, toi, en direct sur le Twitch? Je le rappelle, Allez le LOSC anime chaque match du LOSC sur le compte Twitch avec des statistiques et un chat qui est réservé aux supporters. Oui, voilà, tout le monde a bien aimé ce match-là. Et c'est vrai, comme ils disent tous, c'est vrai qu'il y a que les grands médias nationaux qui ont parlé de vraiment l'exploit lillois pendant un petit bout de temps même. J'ai même été très surpris de voir des Riolo et autres qui étaient vraiment époustouflés du match de Lille. Et c'est vrai que la presse nordiste, moi je regarde pas trop la presse nordiste, donc je sais pas trop ce qu'ils disent. Mais d'après ce que j'entends, ils en ont très 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 peu parlé. C'est pas nouveau, hein, on va dire. Après, c'est vrai que c'est comme ça. Lille a toujours été un peu entre parenthèses, le vilain canard des médias régionaux, pardon. Mais non, bah après c'est comme ça, hein, et peut-être que ça va changer un jour. Après, ça, on sait pas. Après, c'est vrai qu'il faut mettre tout le monde ils veulent mettre tout le monde aussi dans le panier, donc ils veulent mettre un peu plus, peut-être un peu plus de Lens d'un côté une fois, après Valenciennes, après Dunkerque, après Lille. Mais après, c'est vrai que là, sur ce coup-là, ils ont été, ça n'a pas été grandiose, hein. Franchement, quand on entend un peu à droite et à gauche, je voudrais bien avoir un peu une équipe de Lens ou autre face à Milan. Je suis pas sûr qu'ils fassent le même résultat. Bon, en tout cas, l'avantage du bistrot et LOSC, c'est qu'ici, on ne se pose pas la question, on ne parle que du LOSC et, comment dire, on le revendique fièrement. Alors, ceux qui étaient peut-être les moins enthousiastes sur la victoire du LOSC à Milan, et ça nous permettra de clôturer finalement ce premier chapitre de l'émission, ce sont Galtier et les joueurs. Dans leur déclaration d'après-match, ils ont tout de suite gardé leur sang-froid et insisté sur le fait que certes, c'était une belle victoire et que chacun était fier finalement à la fois de ses joueurs ou de ses coéquipiers, mais que ça n'était que 3 points. Et que l'objectif, c'était de se qualifier pour je crois que c'est les 16e de finale, si je ne dis pas de bêtises, ou 16e de finale, et que la route était encore longue. Alors, pour faire le tour de table, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et deuxième partie de la question, Prague qui gagne au Celtic, est-ce que c'est un bon résultat pour le club dans l'optique de ce classement? Julien, tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Tu vois, je vais encore une fois rebondir sur ce petit mini documentaire. Là, ça doit faire 8 minutes où on voit les joueurs. L'analyse, c'est exactement celle-là. Les gars sont dans le projet. Le projet, c'est se qualifier en Europa League. Le projet, c'est de bien figurer en championnat. Et les gars reviennent au vestiaire à la fin. Ils fêtent. Et Galtier leur dit tout de suite, on joue Brest dimanche. Et tu vois que les gars y croient. Moi, la réflexion que je me fais quand je vois ce qui se passe à Brest derrière, parce que ta question, c'est une question de transition, c'est on voit encore une fois que cette concentration, elle perdure même après le match. C'est rigolo, tu vois, moi, ma sœur qui ne suit pas trop le LOSC, elle a vu ce documentaire parce que je l'avais partagé, et elle me dit, mais c'est dingue, ils font pas la fête, ils sautent pas au plafond après le match. Mais non, parce que les gars sont extrêmement concentrés dans ce projet qui est de bien figurer partout. Mais après, ils rentrent chez eux.
qu'est-ce qui se passe dans leur environnement? Et on parle souvent des environnements des footballeurs, tu vois. Est-ce que les mecs, on les a pas enflammés pendant 2 jours? Est-ce que le WhatsApp, le WeChat, il sonne pas toute la journée, toute la nuit avec des copains qui leur disent mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Je pense que c'est ça qui se passe. Que quand ils sont dans leur microcosme, dans leur groupe, les mecs sont à fond. Mais là, forcément, il y a quelque chose qui s'est passé parce que c'est complètement dissonant. La première mi-temps de Brest, elle est complètement dissonante avec ce qu'on a vu là. La deuxième partie de ta question, je l'ai perdue. C'est voilà, le résultat de Prague contre le Celtic, c'est-à-dire qu'une nette victoire à Glasgow, est-ce que c'est un bon résultat pour le LOSC dans l'optique du classement général du groupe? C'est compliqué, hein. Battre Milan comme on l'a battu, ça va créer une sacrée bataille derrière. Donc je ne sais pas si c'est un si bon résultat. Baptiste, est-ce que tu as un avis sur cette double question? D'abord, bon, je vais revenir sur Prague-Celtic. Est-ce que c'est une bonne chose que Prague ait gagné? Je vais pas faire un match nul pour le partage des points. Après, je préfère que le Sparta gagne que Celtic, étant donné qu'on a gagné le Sparta un peu plus facilement. Enfin, qu'on a même gagné seulement le Sparta et pas le Celtic. Donc, bon, je préfère un match nul. Maintenant, la victoire du Sparta Prague a été aussi mérité pour avoir vu quelques résumés. Ensuite, pour revenir sur le match, dans les vestiaires aussi, franchement, il y a vraiment un cri de guerre. Et ensuite, on voit les joueurs, mais alors super concentrés. Il y a une ou deux accolades et après, silence, on se rhabille. Le coach, si jamais il doit parler. Et vraiment, ils sont super focus sur le match de Brest. On entend même Christophe Galtier et aussi José Fonte qui dit on gagne à Brest, les gars, on gagne à Brest. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais franchement, ils étaient vraiment focus sur le match de Brest. Et ça, c'est digne d'un quand même club qui a la tête sur les épaules, entre guillemets, par rapport, sans comparaison, mais au Paris SG l'année dernière, qui, quand ils se qualifient contre Dortmund, bon, certes, ils passent au tour supérieur, mais ils sont là, enflammades, ça va partir sur le parvis du stade. Vraiment, et là, Lille est vraiment resté concentré vraiment sur le match de Brest. Alors, avant de passer la parole à Jérémy sur cette double question, je rappelle que le classement de la poule d'Europa League, en cas d'égalité, c'est les résultats individuels en face à face qui font office de juge de paix, entre guillemets. Ça veut dire que à résultat égal, il vaut mieux pour l'instant avoir comme adversaire le Sparta de Prague parce qu'on a un goal average particulier qui est nettement favorable par rapport au Celtic de Glasgow. Jérémy, que penses-tu donc de cette double question, l'attitude des joueurs et Christophe Galtier et les résultats de nos adversaires dans l'optique du futur classement? Je vais commencer par la concentration. Je pense qu'effectivement, en termes d'affichage médiatique, alors c'est hyper facile après avoir vu le match contre Brest de dire ça, mais c'est quand même difficile de demander à des jeunes joueurs qui jouent pour la plupart leur deuxième campagne européenne de ne pas s'enflammer après une victoire contre l'AC Milan chez eux. Certes, on peut l'afficher, on peut afficher une sérénité, on peut afficher une concentration, etc. Mais je pense que dans leur tête, c'est trop fort. On peut pas, un sportif ne peut pas dire après avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'aller au championnat régional et puis de ne pas y aller en gardant l'esprit aux Jeux Olympiques, quoi. Pour moi, c'est affiché, c'est clair, mais dans leur tête, ça a dû quand même pas mal tergiverser et malheureusement, je pense que ça a déjoué à Brest, mais je pense qu'on en reparlera après. Et ensuite, la deuxième question au niveau du classement, pour l'instant, je pense qu'il est encore trop tôt pour vraiment. Je pense qu'il faut attendre encore un match de la phase retour. Pour vraiment penser au niveau classement et commencer à faire les calculs. Il y a encore combien de points en jeu? Il y a 9 points en jeu, c'est ça? 9 points. Ouais. Tout à fait, 9 points.
9 points en jeu, on a 7 points, donc on a joué la moitié des points effectivement à gagner, mais pour moi c'est la phase retour qui va être déterminante, d'autant plus que, alors, je ne sais pas si ça joue encore aujourd'hui, mais on va jouer 2 matchs à domicile, ce qui n'est pas négatif, quoi. On a quand même 2 matchs à domicile. Bon, on a sur le forum, sur Facebook, on a Mickaël qui nous confirme un peu ce sentiment, hein, qui nous dit que notre équipe gagne parce qu'elle a un banc, qu'il aurait préféré plutôt un nul face au Celtic. On a Olivier Dier qui nous dit qu'il faut au minimum 9 à 10 points en fait, pour se qualifier dans le groupe, et qu'on a déjà 7, donc il suffirait de 2 nuls, voire d'une victoire pour clore les débats. Donc le sentiment est un peu unanime en fait sur les réseaux sociaux. Arnaud, tu voudrais compléter ce tour de table ? Pour moi, j'aurais préféré aussi un nul du Celtic contre Prague. Comme ça, il y aurait eu pour moi 2 équipes devant. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux, je trouve. Bon, après, on verra bien par la suite. Mais je pense que ça aurait été bien, cette histoire de 2 devant et après le reste derrière. Mais après, il faut penser que pour les matchs retour, souvent, comme on a eu le cas contre Milan en 2006, Milan avait mis une partie de son équipe réserve entre parenthèses face à Lille quand on a gagné 2-0, et donc ils étaient sûrs d'être qualifiés. Donc faut pas non plus que ce soit trop les devant soient, enfin que Milan par exemple soit vite qualifié et qu'il laisse couler et que les adversaires comme Prague ou Celtic viennent gagner et nous passent devant à la fin. Mais pour moi, je pense qu'on sera quand même qualifié. Mais il faut se méfier de tout ça encore. Alors, j'ai oublié de vous poser une question, alors je vous propose de faire très très vite le tour de table. On a parlé de Yazice, qui était le Jésus du LOSC, sous forme de caricature. Si vous pouviez me donner finalement le nom de ces apôtres, vos 3 meilleurs du LOSC sur le match, et éventuellement celui que vous avez retenu à Milan. Julien, on va commencer par toi. Je me refuse à faire ça, François. Je le dis depuis tout à l'heure, je ne vais pas me déjuger. C'est une victoire avant tout collective. Alors oui, je suis content d'avoir vu un David qui certes ne marque pas, mais fait preuve d'une abnégation, d'une vitesse et d'un sens du foot. Ce mec, il pue le football. Ça va marcher. Alors je disais pas ça au début quand il est arrivé. Il était gros, il avançait pas. Maintenant, physiquement, il est au point. Voilà, je pense que ce bon joueur, on est en train de le voir. Donc moi, vraiment, Jonathan David, ça m'a marqué. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Botman, Fonté, Bamba, ils ont tous été géniaux. Oh, donc non, c'est la victoire d'un groupe. Et à Milan, tu as repéré quelqu'un? Non, il n'y avait rien à Milan. Baptiste? Ouais, c'est la victoire d'un groupe. Maintenant, je pense qu'il y a quand même 3 joueurs qui sont un peu plus démarqués que les autres. Je pense bien évidemment à Yazice, triplé, Renato Sanchez aussi qui a été très 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 bon. Et il y a aussi Sven Botman qui a vraiment mis Zlatan dans sa poche, il faut le dire. Jérémy? Et Baptiste, et à Milan, tu as repéré quelqu'un? J'ai trouvé qu'il y avait plutôt un bon match de Théo Hernandez. Après, un bon match, il a plus joué ailier gauche que défenseur gauche, mais Théo Hernandez a quand même été assez bon. Jérémy? Ouais. Moi, je mettrais en avant Sanchez qui a fait un superbe match. Je mettrai moins en avant nos latéraux, et je pense que depuis l'ère Corchia, Sidibé, on n'a plus de bons latéraux à Lille et qu'il faut commencer à s'en inquiéter. Et vraiment, j'y croyais au début, et là, je commence vraiment à ne pas les voir percer, et je m'en inquiète. Je pense qu'il y a vraiment un travail au niveau du mercato à faire sur les latéraux. Et puis après, côté Milan, effectivement, je suis d'accord avec Baptiste. Je pense que Théo Hernandez a vraiment une place pour lui chez les Dogs. Pas de souci. Alors, sur le forum Facebook, on a Mickaël qui nous parle de Yazice, André et David. On a Olivier qui nous parle de Sanchez, David, Yazice.
Arnaud, tu as un avis là-dessus? Ton tiercé? Après, je serais comme Julien, on va dire tout le monde était vraiment au top du top pour moi. Après, s'il faut en ressortir 3, il y a Zicché, bien sûr. Sanchez et puis Maignan aussi, parce que sur les tirs cadrés, ils les arrêtent tous, hein, donc il y en a pas un qui passe. Même le coup franc de Zlatan, je le voyais dedans et il a su le capter, enfin le détourner comme il faut, hein, donc non, pour moi c'était bien. Et du côté de Milan, c'est une bonne petite équipe, hein, on va dire, ils vont progresser un petit peu, ils arriveront peut-être à faire passer peut-être ils vont peut-être arriver au 16e de finale, on sait jamais. Ouais, si je peux me permettre, oui, pardon, sur ce qu'a dit Jérémy sur les latéraux, Jérémy, je te trouve dur parce que ce sont les joueurs les plus compliqués à trouver dans le football moderne. Le football moderne requiert des latéraux vifs, capables d'attaquer, de centrer, de défendre. Ça doit être les joueurs les plus complets. Et on a bien vu que l'équipe de France, quand elle a des bons latéraux en 98, quand elle a des bons latéraux sur la dernière Coupe du Monde, elle gagne la Coupe du Monde. Et le sujet est là. Et finalement, alors je ne sais pas si c'est pénurique, mais je pense que c'est le poste le plus difficile aujourd'hui. J'aimerais pas être joueur de foot et être latéral là en ce moment. Et ouais, c'est compliqué de trouver des latéraux qui savent tout faire comme ça. Et les nôtres, là, sur ce match-là, ils sont pas si mal démerdés, franchement. Ils sont pas, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est le poste le plus difficile à trouver et puis on le voit sur tous les clubs parce que quand on demande aux gens de citer des latéraux modèles, c'est quand même très difficile à en trouver. Alors il y en a au Real Madrid, il y en a dans les énormes clubs, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est dur à en trouver. Mais on a quand même eu des joueurs à Lille qui ont fait le taf, qui sont très vite partis. Je pense aussi à Di, qui est parti trop vite. Mais on a eu des bons latéraux, on n'a jamais su les garder parce qu'effectivement, ils étaient bons. Et que c'est une denrée rare, ouais. Alors, moi, je voulais juste, pour clôturer définitivement cette partie euphorique sur le Milan AC, souligner finalement le match de deux anciens. Kier, qui a peut-être été un des... plus remarquable entre guillemets en défense milanaise. En tout cas, c'est celui qu'on a le plus vu à la télévision. Et puis Leao qui a fait un match très timide et cette fois-ci, ça nous allait très bien. Donc merci à lui. Voilà, on a fini de faire le tour de ce match de Milan, de parler de cette euphorie. On peut passer à la deuxième partie. Donc, on est passé finalement de la douce euphorie au retour sur terre avec un match finalement surprenant dans les événements en fait qui se sont déroulés. Alors on est sur la deuxième partie de cette émission du Bistrot des LOSC, toujours avec Julien des Dogs de Paris, avec Baptiste de Breaking Dog, avec Jérémy des Dogs d'honneur et Arnaud qui assure la réalisation de l'émission. Donc la deuxième partie de l'émission, qu'est-ce que c'est que ce match? Donc Brest-Lille, on a appelé ça juste un difficile sortie de vestiaire. Est-ce que finalement vous partagez ce titre que nous avons trouvé, un match qui est vraiment très étonnant? On est mené 3-0, on réduit le score à la mi-temps, on domine la deuxième avec pas mal d'occasions. Est-ce que c'est la fatigue de la Coupe d'Europe ou c'est le LOSC qui a finalement raté son entame de match? Julien, tu veux commencer? Je vais te surprendre certainement. Moi, ce match, il me rend optimiste. Je suis complètement aligné avec Jérémy. Des joueurs aussi jeunes qui réalisent un tel exploit, c'est inenvisageable de penser que ça n'a pas d'impact, que comme je te le disais tout à l'heure, que tous leurs potes, leurs familles vont les appeler et que ça va un peu leur monter à la tête. Donc, que derrière, il y a une déconcentration sur le match suivant. Surtout que tu rentres dans la nuit de jeudi à vendredi et que tu joues le dimanche à Brest et le dimanche à 13h. Donc, c'est compliqué. Il n'y a qu'une mi-temps qui a été mauvaise. Si Yilmaz, il la met, ça finit sur le poteau, on est à 3-3, on fait un bon match nul à l'extérieur. Et le fait que Galtier garde la main sur ses joueurs, soit capable de les remotiver à la mi-temps, et j'aurais bien aimé avoir une caméra dans les vestiaires à la mi-temps pour savoir ce qu'il leur a dit. D'abord, c'est aussi une victoire de Galtier cette deuxième mi-temps, parce qu'il change 3 joueurs et les mecs étaient catastrophiques. Donc le coaching était bon. Parfois, on critique un peu Galtier, c'est peut-être la seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est de sortir les joueurs un peu tard. Le mec, à la mi-temps, là, il en change 3 et il méritait vraiment de sortir.
Donc, non, moi, je vois un Galtier qui a la main sur son équipe. Je vois des mecs qui ont su se reprendre en main. Le début de deuxième mi-temps, il est juste incroyable. Ça va encore une fois à 10 000 et Brest est étouffé. Et ça, c'est hyper rassurant. Et puis, il y a un élément qui est fort. Attention, hein. La première mi-temps de Brest, elle est incroyable. Les joueurs, ils jouent à une vitesse folle. Donc ça, faut pas l'oublier non plus. On a vu une équipe de Brest. Alors, je regarde pas tous les matchs de Brest, je vois les résumés. Je les avais jamais vus jouer aussi vite et aussi bien. Et ça, je pense que c'est la très mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que les gars sont capables de réagir, que Galtier, c'est vraiment le bon commandant à bord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être attendu. Après un exploit comme ça, avec la place qu'on a en championnat, on va être attendu. Et moi, j'ai vu la mi-temps de la saison de Brest. Et je crains que d'autres équipes fassent pareil. Parce qu'ils savent très bien que si ils n'essayent pas de jouer un peu offensif, s'ils n'essayent pas de nous en mettre, nous, on va leur mettre une volée. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Baptiste, quelle est ton analyse du match ? Ouais, bah, c'est un peu pareil que Julien. On a fait une mauvaise première période, une bonne seconde période. Bon, on n'aime pas trop Brest, hein. On les avait affrontés il y a moins de 4 mois en amical, il me semble. On perd 2-1, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, en début de saison, si je ne me trompe pas. Ouais, bah c'est le Fan Day, si je dis pas de bêtises, le match juste avant l'ouverture de la Ligue 1. Après, il y a un joueur aussi qui manque. Alors, est-ce que c'est de la chance ou pas? Mais c'est André. André, l'année dernière, il n'est pas là contre l'OM. On perd. Il n'est pas là aujourd'hui contre Brest. On perd. Est-ce que vraiment sa présence, elle est importante? Bon, je pense que oui. Après, est-ce que bon, c'est dû à ça. Je ne sais pas. Après, on a fait un bon match en deuxième période avec vraiment de bonnes entrées, comme par exemple Liadji qui a été très, 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 très bon. Liadji, franchement, il a fait un super match. Et puis bon, on fait 3-2, mais foutu bourraque avec ses poteaux. Il en met un à l'OM, il en met un à Brest. C'est pas possible. Alors Jérémy, c'est le temps de faire une pause clope, hein. Une pause clope comme l'entraîneur qui justement dénonçait cette semaine le fait que certains clubs jouaient mercredi en Ligue des Champions et dès le samedi midi en championnat. Donc Lille est un peu dans la même configuration avec un match le jeudi soir à l'extérieur, un déplacement, un nouveau déplacement à Brest le dimanche à une heure pas possible. D'ailleurs, Olivier Dalloglio avait regretté cette horaire en expliquant que un match à 13h, ça a nécessité finalement toute une organisation dans l'alimentation des joueurs, dans la préparation du match qui était vraiment très très particulière. Alors comment tu analyses cette défaite lilloise finalement? C'est l'enchaînement des matchs, c'est ce match d'UEFA, c'est cette décompression, c'est la qualité brestoise? T'as tout dit, il n'y a pas qu'une seule raison, il y en a plein. Il y a le fait que le LOSC n'arrive pas à jouer des bonnes premières mi-temps et de tout de suite rentrer dans le match. C'est le cas aussi à Milan, hein. On a eu un premier quart d'heure compliqué. Et c'est un peu tous les matchs, on a du mal à rentrer dedans. Je retrouve Julien sur le fait que effectivement Galtier trouve les mots pour remobiliser ses joueurs. C'est une excellente nouvelle. Il n'est pas du tout lâché par les joueurs et il n'est pas du tout lâché par le vestiaire, le soutien. C'est une autre très bonne nouvelle. Après, pour parler du match en lui-même, c'est vrai que Brest a surjoué énormément, que vraiment ils nous ont mis mal pendant toute la première mi-temps, qu'à la fin on voyait tous le LOSC perdre et je retrouve aussi certaines citations que j'ai trouvées un peu sur Twitter qui disaient que le LOSC relançait beaucoup de clubs, que c'était souvent à la suite d'un match contre le LOSC que les clubs faisaient un rebond au classement. Et puis c'est difficile de jouer après avoir fait un déplacement à Milan avec également je pense aussi une charge supplémentaire due à la crise du Covid et due à ce virus, où je pense qu'on ne mesure pas non plus tous les tests, les attentes de résultats qui procurent aussi du stress, parce que forcément tu connais pas avant d'aller faire un déplacement. Le groupe dépend énormément de ces tests-là et de ce virus-là. Donc je pense qu'il y a tout un tas de choses qui, au bout de 7 matchs, d'une série de 7 matchs, à la fin, tu souffles, quoi. Je pense que les joueurs, même le staff, là, je pense qu'ils sont contents de cette trêve-là. Et puis, pour parler du match, Brest a surjoué pendant une mi-temps. On a essayé de rattraper le coup en deuxième. Ça se joue à un poteau.
Ça se joue vraiment à pas grand-chose, et ça s'est joué à un monde en première mi-temps. Donc il y a plein de choses il y a plein de raisons. Je pense que cette trêve va faire du bien. Ils en ont besoin. J'espère qu'ils vont pas tous jouer en sélection et qu'ils vont tous revenir sains au niveau de la santé, au niveau du virus, et sains aussi également au niveau des pépins musculaires, parce que là, beaucoup de coachs au niveau international le redoutent. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter ? Est-ce qu'il y avait une équipe de Lille pendant les 35 premières minutes ? C'est la question. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait bien longtemps qu'on a pu vu ça. Et franchement, je sais même pas si c'est mental, si c'est physique ou quoi. Ok, c'est vrai que Brest a bien joué. Il n'y a rien à dire. Ils sont arrivés, ils ont joué au maximum pendant la première mi-temps, mais là, c'était vraiment le désert complet pendant 35 minutes. Et ils ont vraiment été réalistes comme jamais, Brest. Je crois qu'ils ont 6 tirs cadrés, je crois, en première mi-temps, où ils ont 6 tirs cadrés, 3 buts. Et puis c'est pas des petits buts, hein, c'est pas des buts de raccro, c'est des beaux buts, on va dire, non plus. Donc non, mais je pense qu'on a commencé à jouer à partir de la 35e minute, mais bon, ça faisait déjà 3-0. Donc c'est pas évident à revenir à 3-3 après par la suite. Parce que Brest est quand même une équipe qui joue. C'est vrai que c'était la plus mauvaise défense, et ça l'est toujours. Mais en attaque, c'était pas les mauvais non plus. Donc, mais là, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est un moment d'excès qu'on appelle ça de confiance, voilà, d'excès de confiance ou quoi qu'est-ce. Mais on n'a rien vu pendant 35 minutes. Si ça avait continué comme ça, on prenait 6-0. Hein. Alors, les statistiques du match sont un peu étranges par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. On a 64% de possession pour Lille, 36% pour Brest. On a 22 tirs pour Lille, dont 7 cadrés, et 12 tirs pour Brest, dont 8 cadrés. Donc, ils ont fait preuve d'une efficacité, notamment dans le secteur offensif, qui est remarquable par rapport aux attaquants lillois. On a 13 corners contre 15, donc à peu près un équilibre. Donc, on a des statistiques plutôt à l'avantage du LOSC. Alors, pour faire court, dans cette équipe du LOSC contre Brest, qui vous retiendrait comme joueur ? Je sais que c'est difficile. Tout à l'heure, vous aviez du mal à sortir un joueur de la collectivité. Là, sur le match, il y a certainement un ou deux joueurs qui peuvent ressortir du lot, soit dans le positif, soit dans le négatif. Julien, tu veux t'amuser à cet exercice ? Écoute, on sait qui en sort du lot, c'est ceux qui sont sortis à la mi-temps. Donc le top 3, il est vite fait. C'est Bradaric, Iconé, Soumaré. Pour revenir sur ce que disait Jérémy sur le Covid, j'ai entendu cette semaine que Iconé avait sans doute fait la forme la plus violente, entre guillemets. Alors, elle était légère, mais il a quand même vraiment fait le Covid. Ou la Covid. Et quand on sait les conséquences pulmonaires que ça peut avoir, son rendement moindre, ça pourrait aussi être expliqué par ça. Je ne veux pas à tout prix chercher des excuses à Iconé, mais ça pourrait aussi expliquer le fait qu'il soit en effet plus fatigué, parce que il marchait sur cette première mi-temps. Et voilà, là, tu n'as pas envie de te dire tête à claque. Tête à claque, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui expliqueraient cette fatigue. Sur les plus, ouais, Yilmaz, évidemment. Et pour le coup, même en première mi-temps. Ce mec, je parlais de Fonté tout à l'heure, le papa, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un deuxième papa dans cette équipe, c'est Yilmaz, moi j'ai adoré qu'il aille chercher le ballon dans le but, sur le péno, qu'il prenne ce carton jaune, c'est tellement génial. Je pense d'ailleurs que ça commence à basculer là. Ça commence à basculer là, quand il y a ce truc d'injustice, il prend ce jaune, alors que c'est la règle, mais que les mecs sont un peu énervés qu'ils prennent ce jaune, lui il comprend pas parce qu'il parle pas la langue, donc il comprend pas ce que lui dit l'arbitre, et cet enthousiasme de gamin, pour ce mec de 35 ans, je trouve ça extraordinaire. Il a une niaque, et puis il a une science du jeu extraordinaire. Je suis fan de Yilmaz. J'étais désespéré du départ de Rémi, qui a quand même connu une ascension chez nous qui était géniale, parce qu'il a fini l'an dernier en étant vraiment un joueur fondamental. Et avec ce rôle d'international, qui a joué dans des grands clubs, qui a gagné des gros titres, etc. Donc encore une fois, ce rôle de papa. Et je me suis vraiment dit, on va se retrouver orphelin de Rémi. Et v'là-t-il pas qu'on se retrouve avec un Yilmaz qui joue exactement ce rôle-là. Et si je dois en ajouter deux autres, c'est Maignan, parce que même à la mi-temps, on aurait pu être à 6-0 s'il n'était pas là, je pense. Et puis Botman, qui n'a pas complètement participé au naufrage.
Baptiste, tes flops et tes tops. Ouais, avant juste ça, je voulais revenir sur les tests Covid et féliciter aussi le LOSC parce que on n'a jamais entendu vraiment de gros cas de Covid du côté du LOSC. Alors je sais pas s'ils les cachent ou pas, mais ça m'étonnerait. Mais franchement, il y a très peu On de les cas. a tous refilés à Lens. C'est ça. Ah oui, tout le Vraiment, monde, il y a ouais. vraiment très peu de cas. Je sais pas, ils doivent s'isoler. Ils ont une technique. Mais franchement, il n'y a jamais eu plus de 2 cas. Ou si c'était Soumoro et Nias, mais c'était pas des joueurs qu'on avait dans l'équipe titulaire. Donc franchement, ça c'est un super point du côté du LOSC. Et sinon, sur le match, au niveau top, je pense que donc il y a Yilmaz, mais il y a aussi Liadji qui rentre à la mi-temps et qui fait une super bonne seconde période. D'ailleurs, hein, le deuxième but, c'est lui qui déborde sur le côté droit, si je dis pas de bêtises. Après, en flop, ben, il y a les 3 joueurs qui sortent. Donc, Soumaré, Bradaric et je vais trouver le dernier. Il connaît. Ouais, merci. Et après, il y a aussi Pied que j'ai pas trouvé très bon. Après, bon, Pied, il fait jamais non plus d'énormes matchs. Maintenant, il n'a pas été à la hauteur peut-être d'un match contre Brest. C'est un joueur vraiment très important dans le vestiaire. Maintenant, sur le terrain, je le trouve pas assez à la hauteur pour l'équipe qui est Lille, qui joue vraiment dans la vitesse et dans les comptes. Jérémy, tu as un classement? Ouais, j'ai un classement côté Lille. Évidemment qu'Yilmaz a joué le plus gros rôle côté Lille, où je pense que même sans jouer vraiment partout, je pense qu'il a transmis cette envie de revenir au score. Et je mettrai aussi côté Brest l'arbitre, parce que après, je suis certainement trop chauvin, mais je pense qu'il y a certains faits de jeu qui, notamment une main dans la surface de Lille, qui pour moi était évidente. Alors, il faudra qu'on m'explique le jeu avec si le ballon touche le corps avant et la main après, ou c'est peut-être dans ce sens-là et pas dans l'autre. Et je pense que même les commentateurs et même les spécialistes, les journalistes du foot et même les très grands connaisseurs, à la fin, on va tous être perdus sur des règles qui deviennent de plus en plus compliquées, alors que le football, et je pense que nos femmes sont toutes d'accord que c'est un jeu assez simple malgré tout, et qu'il faut simplement mettre le but et avoir la possession un peu du ballon, et que là ça devient compliqué et que tout le monde s'embrouille. Et alors il faut on n'a plus le droit de chercher le ballon une fois qu'on a marqué un but. Et enfin, c'est qu'un avis personnel, mais je pense que au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas eu une équité, je pense, au niveau de ce match. Je pense que l'arbitre a fait un mauvais match. Et puis, il faut surtout pas masquer le fait que le LOSC est déjoué en première mi-temps, et que, évidemment, que Soumaré, on l'a pas vu, que certains joueurs qui devraient profiter de cette rotation auraient dû se montrer bien plus percutants et beaucoup plus présents sur ce match. Alors, le sujet de l'arbitrage, c'est souvent un sujet récurrent. On croyait au départ que la VAR allait régler tous les dilemmes, mais malheureusement, on s'aperçoit souvent que la VAR ne prête qu'aux riches, et donc ça ne solutionne pas du tout les problèmes. Arnaud, pour terminer ce tour de table, alors toi aussi... Ce jeu de mots préparé depuis une semaine, François. depuis 10 secondes. Arnaud, ton avis sur le sujet? Alors, il y a une petite anecdote qui est quand même intéressante avant que tu répondes. C'est que en équipe de France Espoir, Ikoné est forfait pour des raisons de blessure et il est remplacé par Liadji. C'est un passage de relais qui est intéressant dans l'optique de ce que Baptiste disait tout à l'heure. Donc Arnaud, tu as tes meilleurs joueurs de Lille pour ce match-là, qui tu retiendrais? Voilà, pour les 35 premières minutes, 0. Pour le reste, c'est vrai qu'après Bourak, il a été très bon dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi. Au niveau après, il y a Maignan, c'est vrai qu'on aurait pu en prendre plus s'il n'avait pas été là non plus. Et pour moi, Fonte toujours aussi derrière, même s'il était en dessous par rapport aux autres matchs. Et ça, c'est les meilleurs. Après, les flops, c'est vrai que ceux qui sont sortis à la mi-temps. Et c'est vrai que Pied aussi n'a pas été à la hauteur. Pourtant, c'est un ancien. J'aurais pensé qu'il allait faire un petit quelque chose, mais non. Peut-être un manque de jeu ou je ne sais quoi, mais bon. Après, pour en venir à l'histoire de l'arbitrage, c'est vrai que
quand on voit le penalty qui n'a pas été accepté à Lille, on voit la même chose au derby contre Lyon et Saint-Etienne. Où justement le penalty pour Saint-Etienne à la fin, c'est exactement la même chose. C'est cuisse, bras, là penalty. Et pourtant il a été voir la VAR, je crois si je me trompe pas. Et là il a bien dit penalty. Et là à Brest pas penalty. C'est pour ça je pense qu'ils doivent de faire une petite réunion aussi, peut-être en visio, ou venir ici au bistrot du LOSC pour en parler, mais il faut qu'ils se rassemblent pour dire exactement ce qui se passe. Si on fait bras, cuisse, bras, il y a penalty, ou si on fait cuisse, bras, il n'y a pas penalty. À un moment donné, il faut se décider. Alors, moi, si je peux me permettre, la règle, elle paraît simple, même si elle n'est pas du tout interprétée de la même façon par les arbitres, et c'est ça le problème. C'est bras, cuisse, il y a penalty, cuisse, bras, il n'y en a pas. Voilà, tout à fait. C'est la règle normalement. Alors, sans parler de ces analyses anatomiques des actions de jeu, pour terminer finalement cette émission, on a pris un petit peu de retard, il est déjà 21h39, arrive maintenant une trêve d'une quinzaine de jours. Comment vous voyez cette trêve et comment vous envisagez finalement le redémarrage des deux compétitions dans 15 jours, en sachant que le match de Brest aura également une incidence qu'on n'a pas encore évoquée, même si c'est indirectement à travers l'arbitrage, c'est qu'on aura 3 joueurs suspendus pour le match de Lorient. Donc on aura Ilmaz, on aura Fonte, les 2 papas du LOSC, et on aura Reinildo qui seront absents. Alors on reçoit Lorient pour le match de reprise. Comment vous analysez cette trêve et la future reprise des compétitions, Julien ? Moi, je suis inquiet. Hein. On enchaîne tellement de matchs et on a tellement d'internationaux, qu'ils soient espoir ou en A, que je suis inquiet. Jérémy le disait très bien tout à l'heure, il disait il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont inquiets, et je pense à juste titre. Vraiment, les rythmes auxquels sont soumis nos joueurs, c'est infernal. Ils jouent tous les 3 jours. Alors souvent, c'est une expression, quand on entend dans la presse, les mecs jouent dans les 3 jours. Quand tu regardes les calendriers, ils ne jouent pas tous les 3 jours. Les nôtres, ils jouent vraiment tous les 3 jours. Et c'est extrêmement compliqué. La chance qu'on a certainement par rapport à d'autres clubs, je pense que c'est la jeunesse de cet effectif qui fait que potentiellement, quand tu as 21, 22 ans, tu peux enchaîner ces efforts-là que tu ne peux plus faire après 30 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Faut-il encore qu'ils aient une hygiène de vie correcte ? Alors, on sait qu'ils l'ont au club parce qu'ils sont vachement encadrés. On leur demande d'être là tôt le matin, si possible de déjeuner avec tout le monde, etc. Donc, ils sont quand même sous contrôle. Et ça, c'est la force de notre club. Quand ils repartent dans leur pays, qu'ils retrouvent la famille, les amis, tu vois, moi, je parle souvent d'environnement de joueurs. Je suis un peu plus inquiet, et surtout quand tu sors d'un 3-0 contre Milan qu'il va bien falloir fêter. Donc oui, je suis inquiet de cette trêve internationale. Baptiste, tu en penses quoi de cette trêve ? Elle est la bienvenue, et comment tu anticipes la reprise ? Bien sûr, parce qu'elle est la bienvenue, parce qu'on va entre guillemets prendre 15 jours, je ne vais pas dire de vacances, mais certes, il y en a qui vont jouer dans leur pays. Par exemple, je pense à Burak Yılmaz et à Youssouf Asiti qui vont pouvoir aussi revoir leur famille en Turquie. Et il ne faut pas oublier aussi qu'après le match de Lorient, on va rejouer Milan, on va encore jouer le week-end, ça va jouer encore tous les 3 jours, et ce jusqu'à décembre. Donc vraiment, il va falloir aussi faire tourner. Et c'est la force aussi de Lille, c'est le banc du LOSC qui est l'un des meilleurs bancs, si ce n'est le meilleur banc de Ligue 1, où on a des joueurs qui peuvent sortir et d'autres, par exemple, comme Ikoné, qu'on fait sortir et qui font quand même la différence. Et ça, c'est très important. Donc, il va falloir vraiment bien se reposer pendant les 15 jours. Jérémy disait on espère que nos internationaux ne joueront pas beaucoup. Je l'espère, c'est vraiment, faut prendre ces 15 jours comme de la récupération vraiment et du repos. Jérémy, tu partages cette analyse ? Ouais, je partage cette analyse. J'espère que les sélectionneurs vont faire souffler nos joueurs. J'espère que le message a été passé du côté du LOSC. Et puis en même temps, on a un très bon banc et j'espère revoir Liadji à Lorient. Je pense qu'il a sa place. J'espère récupérer Arojo qui était blessé. Il me semble qu'ils avaient annoncé son retour aussi pour le match contre Lorient. Alors, je crois qu'il a à peu près le même poste que Liadji, voire le même. Donc, mais bon, je pense qu'il y a une solution à trouver. Il faut un peu plus faire jouer pied. Alors, il a été mauvais contre Brest.
J'espère que les Bretons qui va se venger contre d'autres Bretons. Et puis ouais, après. C'est tellement difficile de faire des. Alors moi, je m'étais planté la dernière fois ici sur les pronostics. J'avais dit une défaite à Milan et une éclatante victoire à Brest. Donc cette fois-ci, je me tairai. De toute façon, on ne fera pas de pronostic à 15 jours du prochain match. On se gardera ça pour la prochaine fois. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet pour conclure ? Après, pour cette trêve, oui, c'est une bonne chose d'un côté, mais j'ai aussi peur pour les internationaux, surtout qu'ils ne reviennent pas avec quelque chose comme le Covid ou autre, que ce soit blessure au Covid, parce que ça va être plutôt gênant. On verra un peu ce qui va se passer. Après, c'est vrai qu'on a des matchs, oui, on a des matchs tous les 3 jours. Après, c'est vrai que ça, c'est typiquement français, se plaindre qu'on a des matchs tous les 3 jours. Les Anglais jouent tous les 3 jours. C'est vrai qu'ils ont peut-être un peu plus payés, on va dire, que nous, mais ils jouent tous les 3 jours et ils râlent pas. Donc, si on veut être en Coupe d'Europe, il faut savoir dire qu'on va jouer tous les 3 jours ou tous les 4 jours. C'est dans le système et il faut que ce soit comme ça. Faut pas toujours dire que c'est un défaut de jouer tous les 3 jours. On a un banc qui est intéressant, donc on peut faire tourner derrière. Après, il faut savoir quels sont les objectifs. Moi, d'après ce que je vois, c'est les deux. C'est Coupe d'Europe et championnat. Il faut absolument être en Coupe d'Europe au niveau championnat et aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. On verra par la suite. Et moi, tout ce que j'ai un peu peur, c'est que les joueurs, les internationaux reviennent avec soit une blessure, soit un Covid. Alors, sur le chat, sur les commentaires Facebook de l'émission, on a Olivier qui est très actif en cette fin d'émission, qui nous dit que alors pour le championnat, pour l'avenir, il faut qu'on commence à prendre des points contre les gros, parce qu'on a fait beaucoup de nuls contre Rennes, notamment Marseille et Lyon, et que c'est important de prendre des points si on veut être deuxième, voire au-dessus. Et lui, par contre, sur la trêve, il pense que voir les proches va booster les joueurs, ça leur permettra de se refaire un peu une virginité et puis de repartir sur un bon pied. Voilà, on a fait le tour de l'actualité du LOSC cette semaine qui était très riche et très diversifiée. Donc je voulais remercier nos intervenants. Donc je voulais remercier Arnaud pour sa réalisation impeccable comme d'habitude. Je voulais remercier Julien des Dogs de Paris. Je voulais remercier. Je peux vous présenter quelque chose ? Je peux vous présenter quelque chose pour vous dire au revoir ? Vas-y, profite-en. Je voudrais vous présenter la Lilia. La Lilia, c'est la Golden Ale des DDP. Elle tire à 4,8, donc on l'a brassée nous-mêmes. Hein. C'est une chouette bière houblonnée avec une légère note d'agrumes. Et vous la retrouvez à l'Élise Bar, qui est notre QG dans le 18e arrondissement. C'est important parce qu'on a fait faire ça dans une brasserie artisanale. Ils galèrent un peu en ce moment. Et ça aide aussi notre bar qui est l'Élise Bar. Et les bénéfices seront reversés à une association. Voilà, elle s'appelle la Lilia et c'est la bière des DDP. En tout cas, elle est la bienvenue dans le bistrot d'Allée LOSC. Alors par contre, c'est un peu loin à l'Élise Bar. Est-ce qu'elle est vendue par correspondance ? Si c'est le cas, à la limite, envoie-nous les coordonnées pour qu'on puisse en commander à distance. On les publiera sur le Facebook et sur le site. À boire avec modération quand même. Hein. Évidemment. Bien sûr, même si on est dans le bistrot d'Allée LOSC. Hein. Et même s'il y a un vide juridique sur Internet et que c'est pour ça que j'en profite. Je t'en prie, la remarque était fort judicieuse. Baptiste, donc je remercie Baptiste pour sa première participation. Merci Baptiste. Merci à vous. Tu n'as pas de bière à présenter, rassure-moi. Non, mais moi, une petite information, j'aimerais juste informer les gens, normalement qui doivent le savoir, mais il y a, je ne sais pas si vous voyez, il y a Jonathan Bamba qui est sélectionné parmi les 3 en concurrence avec Wissam Ben Yedder et Kylian Mbappé pour le titre de joueur du mois d'octobre. Donc c'est voté sur le trophée NFP. On espère en tout cas que Jonathan Bamba sera l'heureux élu de ce prix. Franchement, il le mérite. Vu la qualité de ses adversaires, il a toutes les chances de gagner. Hein. Jérémy, tu n'as pas de bière à présenter. Généralement, tu les bois avant de les présenter. Il est parti ? Non, je sais pas. Il s'est déconnecté.
Il s'est Il s'est déconnecté, on ne le voit pas. Donc, on remercie Jérémy donc, des Dogs d'honneur pour sa seconde participation. Donc, trêve de 15 jours. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission du Bistrot des LOSC. Je sais, on va vous manquer, mais c'est comme ça. Donc, l'actualité ne sera pas présente. On vous donne rendez-vous après le match de reprise de championnat pour étudier ensemble les futures, j'espère, misères de Lorient. Et nous évoquerons également quelques jours avant la rentrée européenne, donc les perspectives du déplacement de Milan au stade Pierre-Mauroy, donc dans cette prochaine émission du Bistrot des LOSC. Merci à tous, merci aux internautes, merci aux réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager les liens de l'émission, de partager le résumé qu'on vous enverra d'ici quelques jours sur Facebook. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et bien sûr, je vous dis allez LOSC. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.